Le contenu qui suit a été produit grâce à Vinstache la boutique. La livraison est offerte des 6 bouteilles et c'est cette boutique qui m'aide à produire en totale indépendance le genre de vidéo que voici. Bonjour à tous, c'est Loïc Geoffroy de Vinstache et bienvenue à vous pour ce tout nouvel épisode de Buveur d'étiquette. Un buveur d'étiquette étant un terme un brin péjoratif de notre industrie visant à désigner le soi-disant grand monsieur du vin qui ne jure que par la rareté et la valeur pécuniaire d'une cuvée. Et aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode, on va déguster de très grands champagnes issus du mythique millésime 2008. Ah, le champagne français! Ou, comme le dirait si bien le génialissime et totalement aviné réalisateur Orson Welles lors du tournage d'une publicité pour un champagne. Ah, the French champagne has always been celebrated for its excellence. Et peut-être le produit le plus représentatif du luxe à la française. Y a-t-il une marque, au sens large, française plus connue que le champagne dans le monde entier? J'en doute. Et pourtant, il est assez amusant de se dire que le champagne est né, à la base, d'un manque de maîtrise des process de vinification, puisque, comme expliqué dans mon épisode consacré à Moët et Chandon précédant cette vidéo, au XVIIe siècle, lorsque le vin tranquille, nos vins classiques pour faire simple, de la région de Champagne était mis en bouteille, la fermentation alcoolique, arrêtée au premier frima de l'hiver, avait tendance à redémarrer à l'arrivée des chaleurs printanières. Le sucre, alors présent en bouteille, se transformait en alcool, dégageant du gaz carbonique. Ainsi était né le champagne. Enfin, ça c'est pour vulgariser et faire simple à l'extrême. Dans la réalité, le champagne mettra des décennies avant d'être réellement maîtrisé dans sa vinification, notamment lors de la fameuse étape de la prise de mousse. Et si Dom Pérignon, célérier de l'abbaye d'Auvillers, énologue avant la lettre, deviendra dans l'imaginaire populaire l'inventeur du champagne, dans la réalité, ce fut un travail collectif. Le fameux moine étant surtout l'homme qui synthétisa l'ensemble des recherches. Ce qui est sûr, c'est que si le champagne est aujourd'hui tant connoté et associé au savoir-faire des grandes maisons, c'est parce que ce sont elles qui vont en faire toute la renommée et la réputation. Alors évidemment, la maison Moët et Chandon aura un rôle crucial dans son développement. Jean-Rémy Moët étant le petit génie qui, dès 1792, prit la décision radicale de ne se consacrer exclusivement qu'à la vente de champagne pétillant, posant, sans même le savoir, les premières fondations de ce qui deviendra 2 siècles plus tard l'un des plus grands empires du luxe. Mais outre la maison Moët et Chandon, j'aurais aussi pu vous parler de Clicquot, Pommery, Ruinart, Heidsieck ou encore Lançon, qui furent des pionniers de ce marché. Bref, la champagne viticole est absolument indissociable de ces grandes maisons dont le savoir-faire séculaire est historiquement tourné vers la production de vins d'assemblage. L'assemblage consistant à associer des cépages et des parcelles différentes. La naissance de champagne de vignerons avec une approche plus bourguignonne dans l'âme, comme chez Jacques Sellos, n'étant au final que très récente. Deuxième moitié du XXe siècle pour faire très simple. J'aurais évidemment beaucoup de choses à vous dire sur cette région emblématique de France, qui, si elle s'est plutôt bien comportée d'un point de vue des ventes, malgré une décrue des ventes de 8% sur l'année 2023, puis de 9% en 2024, me semble aller droit dans le mur pour tout un tas de raisons que je n'aurai malheureusement pas le temps d'expliquer dans cette introduction. Je garde mes billes pour un futur épisode. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'autoflagellation, puisque pour mettre un peu de soleil dans cette morne rentrée de septembre, je suis de retour avec le plus sémillant et pétillant des cavistes marseillais, Monsieur Maxime Agostini. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci pour cette magnifique présentation. Ravi de vous accueillir, voilà, à la cave ou ici au 7 avenue Maréchal Foch. Justement, j'allais dire, n'hésite pas à faire ton petit placement de produit, n'hésite pas. Je fais comme chez moi, je fais comme chez moi. Voilà. On est un peu chez toi en même temps. Bah oui, connard, t'es chez moi. Aujourd'hui, on va faire de la dégustation de grands champagnes, comme je l'expliquais si bien en termes d'introduction. Toi, tu es un enfant de la Provence, oui. Forcément, tu es installé à Marseille. Oui. Du coup, évidemment, la première question que j'ai envie de te poser, c'est le PSG champion d'Europe, ça te fait quoi? Champion, mon frère! Ça me fait chier, ça me fait chier. Je pensais qu'il y a une grande partie des supporters qui sont proches du suicide collectif. Le vignoble champenois, c'est pas ce qui est le plus proche de chez toi. Ouais. Est-ce que la Champagne, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que les maisons qu'on va déguster, ça te parle? Voilà, quelle est un peu ta vision de ce vignoble? Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur ton rapport
avec le Champagne et la région de Champagne. Le champagne, pour parler de la boisson, c'est une boisson que j'adore. J'adore le champagne. Je suis fan absolu de champagne. Je le dis ouvertement. Si je pouvais boire du champagne tous les jours, je le ferais. Donc, C'est oui. bien ça pour la loi. Ah ouais, voilà. Alors, Qu'est-ce qui t'attire, toi? je pense que c'est pour beaucoup de gens, le champagne, c'est quelque chose de festif. Bien évidemment, pour moi, quand j'étais plus jeune, champagne égale fête, égale bon moment, égale Noël, les anniversaires. Avec le temps, j'ai découvert le monde du champagne, qui est effectivement un monde à part, et je me suis rendu compte que le champagne, c'est avant tout du vin. Et ce sont des vins qui s'associent parfaitement avec des plats, et qui a une complexité et une palette de champagne différents qui est exceptionnelle. Et donc c'est ça qui me plaît aussi dans le champagne. Voilà. C'est marrant parce que tu vois, moi, pour le coup, c'est une région qui ne me parle absolument pas. Sérieux? Non, vraiment. Ah ouais. Alors, c'est honteux. C'est honteux. je risque de faire du mal à beaucoup de vignerons champenois qui me suivent et qui m'écoutent, mais c'est ce que je disais. En fait, je pense que si je devais faire en toute sincérité un top 30 des cuvées qui m'ont le plus marqué dans toute ma carrière de dégustateur, je pense que j'aurais beaucoup de mal à placer un seul champagne. Même pas un seul champagne, vraiment. C'est pas forcément le vignoble qui me parle le plus. Déjà, c'est un truc tout bête. Mais aujourd'hui, souvent, quand on va faire de la dégustation de vin, on sait, sur des vins assez jeunes, il faut laisser le temps au vin de s'ouvrir pour déployer son plus beau bouquet, sa plus pleine palette aromatique. Le souci avec le champagne, c'est qu'il y a de la bulle. Enfin, souci, non, ça fait partie du champagne. Mais il y a cette dimension de bulle. Et du coup, si tu prends 90% des champagnes aujourd'hui sont non millésimés, souvent les bruts sont faits avec des années quand même plutôt récentes. Et tu ne peux pas laisser le temps au champagne de trop s'aérer parce qu'après, tu n'as plus cette dimension de bulle et tu perds justement l'intérêt du champagne. Donc je trouve que c'est déjà des vins qui sont hyper techniques à déguster. Je trouve quand même que souvent, c'est des produits assez onéreux qui s'expliquent forcément par beaucoup de choses. Oui, par la production, ne serait-ce que par la méthode de production du champagne, c'est quand même un process particulier. C'est ce que tu me disais hier en off, aussi le fait que c'est de l'immobilisation financière, puisque un champagne aujourd'hui, c'est minimum 18 mois de vieillissement avant d'être mis en marché, si je me souviens bien. Exactement. Puis j'ai jamais vraiment eu de gros coups de cœur en champagne. D'accord. Tu vois, et moi le premier ça me flingue parce que sur Vinstache, il y a un peu le côté l'école des fans, on aime tous les vignobles, on aime tous les vins, etc. Mais c'est vrai que je risque de faire mal à beaucoup de monde. Mais t'as pas eu le coup de cœur? Il n'y a jamais eu de coup de cœur? J'ai pas eu le coup de cœur. Il y a aussi beaucoup de choses qui ne me ont pas plu en termes d'écologique. Mais en tout cas, ouais, le Champagne, moi, est vraiment pas une région qui me parle. Voilà, c'est pas une région que je trouve très beau. Tu as des champs de patates et en face, tu as des champs de vignes. Cela dit, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur l'effervescence du champagne. Justement, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Parce que l'effervescence d'un champagne, en fait, elle est multiple. Elle peut être très différente d'un champagne à un autre. Certains sont très effervescents, d'autres vont avoir une bulle beaucoup plus fine, vraiment un côté très perlant, plus que vraiment effervescent. C'est vrai que j'aime beaucoup les champagnes, les champagnes margués, que j'adore. Que tu proposes d'ailleurs à ta cave. Et que je propose à la cave, bien sûr. C'est des champagnes que j'adore et dont la bulle s'estompe très rapidement dans le verre, mais justement pour laisser place à un véritable vin. Et on voit aussi là tout le travail du vigneron derrière. Voilà. Mais je pense que tu as parlé aussi de l'approche bourguignonne des producteurs. Et justement, là, on le sent clairement dans ce type de champagne. Eh ben, justement, c'est marrant ce que tu dis, l'approche bourguignonne, parce que c'est aussi l'un des points qui fait que je suis un peu plus mitigé sur la partie champagne. C'est que, comme historiquement, ce que j'expliquais dans mon épisode sur Moët et Chandon, le champagne effervescent a été porté et démocratisé par les grandes maisons de champagne. Et justement, ça fait qu'on est plus dans une notion d'assemblage. Et pour moi qui viens de la région Beaujolais, Bourgogne, où on a plus cette approche du climat, qui a été ensuite repris par les petits producteurs, typiquement Jacques Sellos, dont je parlais en introduction, au milieu du 20e. C'est vrai que je suis déjà plus intéressé, et c'est notamment ce que fait Maxime Hulins sur ses champagnes, par cette approche un peu plus à la bourguignonne, où on va essayer de parler de climat, qui font que ça, pour le coup, c'est déjà beaucoup plus ma came, et c'est plus ce que j'ai envie d'explorer. Mais c'est souvent des champagnes, pareil, de petits producteurs, où tu te retrouves rapidement sur du 50, 60 euros. 50, 60 balles, j'ai des sacrés trucs dans d'autres régions. Oui, bien sûr, mais t'as pas de bulle. Non, et j'ai pas le prestige du champagne. Voilà. On va goûter de superbes choses, là, je crois. Mais ça va être intéressant parce que justement, on a un hyper enthousiaste du champagne totalement. Et on a un peu plus un pisse-froid du champagne comme moi. Loïc Geoffrey, pisse-froid du champagne, exceptionnel. C'est un super titre de noblesse. Maintenant, je ne demande qu'à ça, à me prendre d'énormes claques parce que c'est vrai que pour le coup, il y a 4 maisons
qui vont être dégustés. On va vous présenter donc la cuvée RD de chez Bollinger. On va faire ensuite Dom Pérignon. On va faire ensuite Cristal de Roederer et terminer par Krug. Tout sur le millésime 2008. Et du coup, millésime 2008, je disais en introduction que c'était un millésime assez mythique, mais très contrasté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, c'était pas forcément une année qui partait sur les chapeaux de roue. En tout cas, le printemps était frais, pas vraiment les meilleures conditions. Et puis tout s'est arrangé sur la fin, juste avant les vendanges, sur un mois de septembre beaucoup plus propice à avoir des raisins d'excellente qualité. Beaucoup des maisons que l'on va présenter mettaient à chaque fois, quand je suis allé voir au niveau des fiches techniques, c'était un peu le même discours, c'est-à-dire un été très frais, le plus frais de la décennie 2000 justement, mais du fait effectivement d'un petit coup de chaud sur la fin, c'est le millésime du juste équilibre et Cristal. Justement, c'était pas trop mûr pour avoir le petit coup de chaleur enfin qui a permis juste de rehausser les maturités, mais juste pile comme il faut. Ça va être d'un superbe équilibre. Et puis de toute façon, si les grandes maisons font des champagnes sur ces millésimes, ça veut dire que le millésime vaut la peine d'être vinifié. Exactement, parce que Dom Pérignon, par exemple, ne sort que des champagnes millésimés si l'année le permet. C'est-à-dire que si l'année n'est pas jugée assez qualitative, il la passe. Et c'est vrai que Cristal a été jugé par la maison comme potentiellement l'un des plus grands cristals de l'histoire de la maison Roederer. Donc c'est vrai que, même si je suis un pisse-froid, quand même. Ça serait mentir que dire que je ne suis pas un peu saucé par la dégustation qu'on va faire. Hypé. Et j'attends quand même du lourd. Est-ce que toi, tu as déjà dégusté toutes ces cuvées, si je me souviens bien? Oui, je connais ces cuvées avec des souvenirs mitigés. Okay. Honnêtement, notamment, je le dis d'entrée, la maison Krug que j'avais trouvé, rien que ça, rien que sur Krug, j'avoue que ça avait été un style très boisé, assez puissant, qui ne m'avait pas du tout plu. Alors que pourtant, c'est un peu Krug, les amateurs de Krug, c'est... Ah oui, je sais. Les Krug lovers. Exactement, mais après, Bollinger, j'aime beaucoup la maison Bollinger, Cristal, j'en garde un bon souvenir, et Dom P aussi. Bon. Et toi, au fait, tu as déjà goûté un peu ces champagnes ou pas? Il n'y a que Cristal que j'ai dégusté en toute honnêteté. Là, ça va être une première pour toutes ces cuvées. Nonobstant, avant de se lancer dans cette fabuleuse dégustation, je suis obligé de vous rappeler qu'en France, il y a une chose qui s'appelle la loi E20 et qui va nous interdire certaines choses devant cette caméra. Par exemple, vous ne nous verrez pas trinquer, vous ne nous verrez pas boire du vin et théoriquement, on n'a pas le droit d'avoir une émotion devant les champagnes que l'on va déguster puisque sinon, on est hors la loi. Donc évidemment, je me dois de vous rappeler, avant d'attaquer cette dégustation, que tout aussi bon que soient les vins et les champagnes, ils contiennent de l'alcool, que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il doit donc être dégusté avec la plus grande des modérations. Buvez moins, mais buvez mieux. Et du coup, je te propose d'attaquer par Bollinger avec super. la cuvée Trop RD bien. millésimée 2008. Nickel. On est donc parti pour la toute première cuvée, la cuvée RD de la maison Bollinger. Alors, maison Bollinger, à la base, ça a été fondé par un aristocrate dans les années 1800 et des bananes. C'est passé de génération en génération à la famille Bollinger, et notamment à Jacques Bollinger. Là, je crois qu'on est au début des années 30, des années 40, qui malheureusement va décéder. Je l'ai malheureusement tué. Et c'est sa veuve, Elisabeth, je ne sais plus comment, dite Lily, qui va en fait devenir une vraie ambassadrice de marque pour la maison Bollinger et qui va aller un peu partout dans le monde. Elle va notamment lancer en 1967 cette cuvée, la cuvée RD, donc pour récemment dégorger, mais qui est un champagne qui a passé énormément d'années en vieillissement sur latte et qui était dégorgé, je crois, 3 mois avant d'être mis sur le marché, mais évidemment tout aussi ambassadrice de marque que fut Lily Bollinger. Si la maison est aussi connue, c'est bien évidemment grâce à James Bond. Exactement, l'agent 007. Me ferez-vous lever les mains au moment où elles ont tant à faire? Mais qu'est-ce que c'est? Une petite partouze ou une réunion de PD? Le champagne de James Bond, effectivement, comme tu le dis, qui est apparu pour la première fois, je crois que c'était en 1958, dans les livres de Ian Fleming. Il y a eu ensuite une sorte de gentleman agreement entre la MGM, je crois, qui possédait les droits à l'époque, et la maison Bollinger. Ça se serait joué autour d'une poignée de main. Et c'est comme ça qu'en 1969, pour Moonraker, le champagne Bollinger a fait sa toute première apparition officielle sur les grands écrans.
À de très rares exceptions, comme par exemple Angélus sur je ne sais plus quel film de la saga récemment. Il y avait du Angélus, mais sinon, la plupart du temps, ils buvaient des champagnes Bollinger. Ils sont partis dans un délire assez spécifique sur le millésime 2007. Oui, effectivement. Où ils sont associés, ça a été mis en marché en 2009 pour les 40 ans du partenariat avec les films James Bond. Et ils avaient sorti même un Magnum édition 007 vendu à 5007 € sur le millésime 2007. Les 7 € qui changent tout. Qui changent tout, effectivement. Et ils avaient même fait une espèce de coffret, ça reprenait l'architecture du vaisseau spatial dans Moonraker. Enfin, ils sont partis vraiment dans un délire où ils en ont fait 400 pièces. Et voilà, c'est vrai que Bollinger, dans le monde entier, est vraiment connu pour ce côté James Bond, on va pas se mentir. Tout à fait. On est sur une dominante de Pinot Noir sur ce champagne. Globalement, Bollinger, c'est du Pinot Noir. Hein, toi, tu connais plutôt bien la maison, si je me souviens bien. Oui, moi j'aime beaucoup le style de Bollinger, justement. Et c'est très marqué Pinot Noir et ce côté vineux qu'on va retrouver généralement sur ces champagnes-là. Est-ce qu'on a la date de dégorgement, justement? Très bonne question. C'est peut-être écrit sur la contre-étiquette, je ne sais pas. Dégorgé le 9/12/2022. Donc ça peut passer 14 ans sur latte, si je fais bien mes calculs. Et extra brut, tu disais. Oui, extra brut, et c'est pas le cas justement sur leur cuvée classique, qui est la spéciale cuvée, si je dis pas de bêtises, qui est en brut. Donc oui, je m'attends à un champagne justement pas trop sucré, pas trop dosé. Pour préciser justement, je vous mettrai le petit insert avec le tableau, mais en champagne, effectivement, on a des dosages en sucre au niveau des liqueurs. La liqueur de dosage, entre 0 et 6, on est en extra brut, entre 6 et 12, on est en brut. Et bah écoute, vu que tu es un fan de la maison Bollinger, je te propose d'inaugurer la dégustation. D'accord. Allez. Ok, let's go. Alors déjà sur le nez, j'ai vraiment le côté brioche, quoi. Pas levure, mais vraiment la brioche qui sort du four, ce côté assez... Même au nez, j'ai l'impression que ça va être crémeux. Je sais pas ce que je veux dire, je sais pas si... Ça sent la pâte à pizza. Ça sent la pâte à pizza, alors non. Alors moi je suis pas d'accord. C'est non. Légère oxydation, mais on commence à partir sur ces notes un peu de miel, mais de fruits jaunes, un peu bien mûrs là. En tout cas, le côté, moi, levure, c'est effectivement c'est ce que j'avais au tout début, ce côté levure brioche. Ce qui, tu vois, qui me surprend un peu parce que pour moi, c'est plus des arômes que j'associe au chardonnay. Oui. Et on est quand même sur une dominante de pinot noir. Et je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus vineux, tu vois, par rapport à l'assemblage. On va voir en bouche ce que ça donne aussi. Hein. C'est des notes aussi d'abricot sec un peu, tu vois, qui commencent à arriver. Au début, il y avait effectivement ce côté très levure, brioche, mais là, je sens qu'il y a la vinosité qui commence à arriver. Oui. Allez. À la profondeur saline. Oui, c'est très moi, j'ai ça. Alors, j'ai l'explosion saline en bouche. J'irai pas jusqu'à dire boire la tasse parce que ça serait exagéré, mais là, c'est d'abord une explosion saline, après des petites notes de fruits rouges qui arrivent. Pas trop sur une expression de fruits, tu vois, ce qui m'étonne pas plus que ça. Là, c'est vraiment, pour l'instant, j'ai vraiment un champagne de matière avec cette salinité éclatante qui me... Oui, clairement, la salinité, on l'a beaucoup moins sur les cuvées classiques chez Bollinger. On a un côté plus vineux. C'est moins vineux que ce que je pensais. Ah ouais. Ça l'est quand même, mais justement, je pense que le côté salin apporte une vivacité que je ne soupçonnais pas. C'est peut-être aussi l'effet millésime, justement. Les millésimes qui est le parfait équilibre entre la vivacité, la fraîcheur et ce côté vineux classique de la maison. Ça me plaît beaucoup, hein, je le dis immédiatement, ça me plaît beaucoup. Tu vois là, j'ai un peu la noisette grillée, mais pas trop... Moi, c'est effectivement sur l'oxydation. Pas fumé, quoi. Sur l'oxydation légèrement noisette. Je le disais en ouverture, mais effectivement, on le retrouve aussi en bouche. C'est très bon. Ouais, mais je trouve que ça manque d'une pointe de longueur. Je t'avais dit, je ferai mon pisse froid. Ah non, mais écoute, je comprends. Pour un élevage sous bois pendant 14 ans, le boisé est super bien intégré aussi. Il faut préciser ça. Moi, je trouve que de la longueur, il y en a. Tu vois, c'était quand même marqué par ce côté salin. C'est les terroirs. Là, on est sur du grand cru, donc j'imagine c'est beaucoup de cru. C'est ça. Entre grand cru et premier cru, si je me souviens bien. C'est pas que 100% grand cru. Ouais, 100% grand cru et premier cru. Ah, et premier cru. Ok. Mais bon, ça, en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'avais un a priori positif sur Bollinger. Oui. Clairement, mais oui, ça confirme. Ça ne fait que confirmer que j'aime beaucoup cette maison. On a au nez une fraîcheur et même en bouche une attaque assez vive avec pas mal d'acidité, mais quand même qui laisse aussi la place à de la gourmandise, un peu plus de gourmandise, le pinot noir, la brioche, mais surtout le côté noisette, un peu praliné aussi, la praline qui revient. Quelques minutes plus tard... Alors, pro tips de sommelier, normalement ça se fait avec une cuillère, alors on n'a pas de cuillère, donc on va le faire avec une fourchette.
Voilà, Voilà. votre champagne est préservé à jamais. Ça marche de manière indéfinie. Vous pouvez le faire. C'est top tips de la Vintage Company et de la Cave Agostini. Ah là là, pays du vin. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube? T'imagines s'il y a des gens qui font vraiment ça après? R&D avec un peu d'ouverture. Qu'est-ce que tu en penses sur une deuxième repasse? Ma deuxième repasse, je retrouve toujours ce côté l'oxydatif est encore présent, peut-être encore plus prononcé, ou alors peut-être que le fait d'avoir goûté d'autres champagnes fait que ça me ressort un peu plus. Est-ce que ça a bougé déjà par rapport à tout à l'heure? Ou est-ce qu'on reste dans quelque chose d'assez similaire? Tout à l'heure, le côté salin nous avait marqué. Alors c'est quand même, on revient quand même toujours sur ça. Hein. Ouais. Côté salin, bien salivant d'ailleurs. La praline toujours, vraiment, non, ça me plaît toujours autant. Hein. Vraiment, je trouve pas que ça ait tant changé que ça, honnêtement. Hein, Ça reste dans la lignée de ce qu'on a goûté tout à l'heure. Je maintiens que je trouve qu'il lui manque peut-être une petite pointe de longueur. Cette cuvée, je l'ai acquise pour la coquette somme de 350 €. Oh, ok, 350 € pour un Bollinger Fan et je les mets. Sérieusement? Tu mets 350 € là-dedans, toi? Ouais. Ouais, Ok. c'est parce que c'est un 2008, je sais, c'est complètement irrationnel. On est dans l'irrationnel, Oui, non, mais ça, on le sait qu'on est dans on l'irrationnel. n'est pas sur les 4000 € d'un Pétrus. 4500. Je rappelle, on s'incline quand même. 4500 € d'un Pétrus, pardon, excusez-moi. 350 €, c'est cher, c'est beaucoup d'argent. Je les mets. Et toi, Loïc, serais-tu capable de faire ça? J'attends de faire la comparaison avec les trois autres avant de vraiment de me positionner. Je te propose, après avoir fait cette magnifique dégustation de la cuvée R&D, On de enchaîne avec passer quoi? avec Dom Pérignon. On est de retour donc pour Dom Pérignon. Est-ce que tu connais l'histoire de Dom Pérignon? Alors, Dom Pérignon, il y a un mythe, il y a une légende, comme quoi Dom Pérignon, c'est un peu les créateurs du champagne. Enfin, c'est un moine, un père, je ne sais plus. C'était le moine de l'abbaye d'Auvillers, si je me souviens bien. Et en fait, effectivement, il est un peu rentré dans l'imaginaire collectif comme étant le créateur du champagne, mais en réalité, c'est plutôt l'homme qui a synthétisé D'accord. l'ensemble des recherches sur le champagne. Mais est-ce que tu connais l'histoire de cette cuvée, Dom Pérignon? Alors, si vous avez regardé l'épisode précédent, ce buveur d'étiquette sur Moët et Chandon, vous le savez très certainement. Mais en fait, à la base, c'est une création de Moët et Chandon. Aujourd'hui, c'est devenu une marque à part. Moët et Chandon s'est énormément développé sur deux grosses places qui étaient le marché parisien et le marché britannique. Ils avaient un excellent distributeur britannique qui s'appelait Simon Brothers. Et ils ont commencé à travailler avec eux en 1835 et pour fêter les 100 ans de la distribution sur le marché britannique, ils ont lancé une cuvée issue de leur plus grand terroir. Ils ont fait en fait avec cette étiquette ici présente, a été donc proposée à l'aristocratie britannique et ça a cartonné. Et en fait, ils se sont dit, bah, c'est dommage parce que nous, on aimerait bien pénétrer le marché américain, sur lequel ils avaient beaucoup de mal, et avaient, comme tu me le disais en off, déjà eu avant la prohibition. Mais même avant ça, ils étaient avec des distributeurs qui n'étaient pas très distribuants. Qui marchait pas trop fort. Pas très fort. Ok. Et du coup, en 1936, ils se sont dit, bon, on va essayer de faire le même coup que l'on a fait avec le marché britannique. On va reprendre l'étiquette de Simon Brothers, sauf qu'à la place, ils ont mis Dom Pérignon. On va expédier 100 caisses via le bateau La Normandie pour les États-Unis. Ça a cartonné. Ok. Et ils se sont dit, ok, ça cartonne, on arrive enfin à faire quelque chose un peu sur le marché américain. Donc, on va pas réapprovisionner tout de suite. Et jusqu'en 1945-47... C'est malin. C'est champagne. Oui. Ils ont réapprovisionné vraiment de manière sporadique le marché américain et c'est devenu un peu la cuvée de l'hype au marché américain. Et depuis, Dom Pérignon est sorti du giron de Moët et Chandon pour devenir vraiment une marque à part. C'est ça qui fait que Dom Pérignon est aussi réputé, qui n'est produit que sur les très grands millésimes. Maintenant, je ne vais pas te mentir, moi j'en ai un peu l'aperçu du champagne de boîte de nuit, tu vois. Oui. T'as de la caillasse, t'es à New York, t'as envie de faire plaisir. T'es sur la sors-moi un Côte bon d'Azur, là t'es à Saint-Tropez. Produit uniquement sur les très grands millésimes. L'assemblage n'est pas connu. J'ai cherché partout, ils ne veulent pas communiquer dessus. Je suppose que c'est potentiellement une dominante de Pinot Noir, vu que c'est un champagne amené quand même à vieillir. On ne connaît pas le dosage, est-ce qu'il est indiqué derrière? Dom Pérignon is the first plénitude of Dom Pérignon. Yes, he's a Jew. Ah mais c'est marqué en français, je suis débile. Allez, toi qui es beaucoup plus un habitué du champagne, je te laisse, là encore, je te laisse tout le temps les honneurs. Et... je vais pas mentir, j'ai déjà mis le nez tout à l'heure, il y a 5 minutes, sur le verre. C'était très frais, pas du tout marqué brioche comme c'était le cas tout à l'heure sur RD. Là, je trouve que justement, on revient à quelque chose de moins... c'était limite salin iodé, justement. Je trouvais que c'était encore
beaucoup plus marqué. Sur le dompé. Sur le dompé tout à l'heure, vraiment au premier nez. Là, je trouve qu'on se rapproche, on commence à se rapprocher. Peut-être c'est aussi le côté un peu plus oxydatif. Ouais. Moi, j'ai le côté très végétal pour le coup. Végétal, ouais. Ouais. Côté végétal, peut-être effectivement, mais justement, peut-être qu'il y a un peu plus de chardonnay là-dedans que on je connaît sais pas l'assemblage. Je sais pas, on sait pas. C'est vrai que ça joue aussi. Pour essayer de pouvoir comparer de manière un peu plus évidente, c'est vrai que j'ai pris plus des cuvées à dominante de Pinot Noir. D'accord. Que ça, toutes, en fait, elles sont plus à dominante de cépage noir que de cépage blanc, mais là, pour le coup, on ne sait pas forcément ce que c'est. Ouais, c'est vrai que c'est plus discret pour l'instant. Pourtant, ça a été servi, il conseillait sur le site de le servir à 9 degrés, ce qui est à peu près la température de service auquel on le propose. J'ai le côté miel là qui commence à, en se réchauffant un peu, tu vois, j'ai le miel un miel d'acacia, tu vois. C'est les notes d'oxydation là qui reviennent plus. D'accord. Ouais. Je te rejoins, ça doit être un peu plus dosé en sucre. Ouais. Parce qu'il y a quand même effectivement cette sensation un peu enveloppante. Caressante, du sucre, mais typique du sucre, pas le côté crémeux que peuvent avoir certains champagnes. C'est vraiment ce côté sucré. On vient de boire un champagne qui avait 4 ans de plus de vieillissement, donc c'est 5 vrai, ans même. 5 ans de plus, pardon, je compte mal. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être dans 5 ans, le sucre qu'on peut ressentir en fin de bouche, peut-être qu'il sera complètement estompé. Esdompé. C'est nul! Je viens de l'inventer, bravo. Ça m'éclate moins. Honnêtement. Là, globalement, sur la dégustation, pour l'instant, je suis moins emballé que sur Bollinger. Alors oui, je suis fan de Bollinger, blablabla, mais un peu moins de complexité que sur les RD. Ouais, je te rejoins. Moi, c'est vrai, j'ai ce côté végétal, herbacé, un peu mielé, une pointe de fruits jaunes. Tu disais que ça t'avait coûté 350 €? Ouais. Je l'aimais pas. Là, je l'aimais pas. Moi non plus. C'est pour te dire la vérité, je ne l'aimais pas, là, les 350 €. Ouais, non, ça m'éclate moins. Quelques minutes plus tard... Allez, on est de retour sur ce qui a été pour l'instant ton plus gros coup de cœur, Dom Oui, Pérignon totalement. 2008. Dom Pérignon 2008, j'ai adoré. Deuxième repasse, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, écoute, c'est super intéressant parce que... Non, en fait, c'est pas du tout. Franchement, je trouve que ça n'a pas évolué. Ça me déçoit beaucoup. Bon, on repasse à Cristal. Ouais, on va passer à Cristal. Hein. La bulle est présente pour ceux qui aiment les bulles. Voilà. Je sais pas, j'essaye. Non, mais honnêtement, c'est décevant. Ouais. C'est franchement décevant. Bon, je Allez. te propose du coup de passer... mettre une fourchette dedans, un peu là, et c'est bon. Et ça va certainement l'améliorer. De passer plutôt à la cuvée iconique de la maison de Roderer avec le Cristal. Allez, on est de retour avec l'emblématique et iconique cuvée Cristal de la maison Roderer, sur laquelle j'ai déjà consacré un épisode. Alors c'était au tout début de Vinstache, le mix sonore est un peu naze, il y a des sauts de cam, l'étalonnage est dégueulasse, bref. C'est de la merde. La cuvée Cristal, c'est peut-être le champagne le plus connu et le plus iconique au monde aujourd'hui. En 1876, le tsar Alexandre II de Russie voulait une cuvée pour sa consommation personnelle, et donc il a fait une sorte d'appel d'offres auprès de toutes les maisons champenoises. Et par rapport à son cahier des charges, il y avait quelques contraintes et c'est la maison Roderer qui l'a emporté. Et dans ces contraintes, il y en avait deux. La première, c'était qu'il fallait que la bouteille soit la plus transparente possible afin de voir que s'il n'y a pas du poison dedans, parce qu'il était totalement parano. Et la deuxième grande spécificité, c'est qu'il fallait que le cul ou la piqûre de la bouteille, comme on dit, soit plat. Alors, bon, je vais essayer de montrer ça à la caméra, je ne sais pas si ça sera très parlant, mais comme vous pourrez le voir, au niveau de la piqûre, c'est plat. Et c'est très déstabilisant, justement. Oui, justement, quand on va faire le service, s'il fallait que le cul soit plat, c'était de manière à ce qu'on ne puisse pas y mettre un engin explosif dedans, comme une grenade. Voilà, le côté un peu paranoïaque. Mais le fait est que, comme ils expédiaient ça dans des bouteilles en cristal, il y avait la moitié des bouteilles qui arrivaient à exploser, parce que le transport en Russie, ça fait forcément une petite crotte. Oui, ça fait loin. Et en parlant de Russie... Ça glisse trop là! Il faut que je vous montre quelque chose. Quand vous achetez une bouteille de cristal, vous recevez ce petit packaging qui est un très bel écrin, il faut quand même le reconnaître. Et lorsqu'on ouvre dedans, il y a deux choses à dénoter.
Comme on peut le voir, il est indiqué que c'est le fournisseur breveté de Sa Majesté l'Empereur de Russie, ce qui, on ne va pas se mentir, en 2025 n'est peut-être pas forcément la chose la plus vendeuse, hein, que ça soit... C'est pas terrible, je trouve. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Et il y a ce petit cellophane orange pour une raison très simple, en fait, c'est que, bon, aujourd'hui, on n'est plus sur une bouteille qui est faite avec du cristal, mais dans les défauts du vin, il y a notamment le goût de lumière. Tout à fait. Justement, il y a ce petit cellophane pour éviter que le vin prenne trop la lumière pendant le vieillissement et qui est un filtre anti-UV et qui permet justement d'éviter ce goût de lumière. Et pour terminer, on retrouvera sur la bouteille les armoiries de la famille Romanov. Ah, c'est ce qu'on voit sur le... Exactement, le petit aigle impérial ici, comme ça. Magnifique. Donc voilà, c'est... La classe, bravo, bravo. Sauf que cette cuvée a eu une histoire assez particulière par la suite. Ah, Père Loïc, raconte-nous une histoire. La maison Roederer a toujours cultivé un côté très épicurien, très discrétion, très voilà. Nous, on est les petits artisans de Champagne. L'Hermès de la Champagne, comme l'appelle la RVF. Sauf que la cuvée cristal, dans le milieu des années 90, a été récupérée par le milieu hip-hop américain. Oui. Notamment Notorious B.I.G. a été l'un des prédicateurs, on va dire, de la cuvée cristal dans l'univers du hip-hop. Ça a été repris par Jay-Z aussi, avec un clip Face-Off version Dirty au milieu des années 90 où il est dans un strip club en train de boire du cristal et comme c'est absolument pas censuré, t'as quand même une danseuse qui s'écarte la en deux comme ça. Ah, c'est bien, c'est classe, c'est classe. Voilà. Et ça colle avec l'image des tsars de Russie. Et du coup, Jay-Z avait demandé de devenir un peu ambassadeur de marque de Roederer qui l'a gentiment éconduit et comme il est un peu parti en vrille face à eux, il a décidé de créer la marque Armand de Brignac. Voilà, Maison Roederer, aujourd'hui l'une des plus grandes maisons de champagne les plus réputées. Fait, ouais. Et j'avais déjà eu l'occasion de goûter le cristal, je crois que c'était en 2005. Et en fait, ça a été le tout premier grand champagne que j'ai dégusté de toute ma vie, donc forcément, il y a un petit côté affect. Et alors, qu'est-ce que t'en penses justement? C'est à toi. J'ai déjà bien tenu le crachoir. Ah écoute, continue. Là, Bon, pardon, vas-y. Non, vas-y. Là, je suis plus sur les côtés agrumes, un peu confit. De la fraîcheur, encore une fois, une certaine salinité qu'on ressent rien connaît. J'ai un côté encore un peu herbacé, mais plus avec plus de tension que ce qu'on avait sur Dom Pérignon avant. Là, un côté crayeux aussi, justement, que j'avais peut-être pas forcément sur les autres. Là, je trouve que ce côté crayeux. On est encore sur une dominante de Pinot Noir, 60%, 40% Chardonnay. Dosage de 8 grammes par litre. Et en fait, c'est la première fois que Cristal a été vieilli aussi longtemps en cave, puisqu'il a connu un vieillissement de 10 ans. Ce qui était une grande première pour la cuvée. Et voilà, moi, je dois bien reconnaître que je suis un peu un Crystal Boy. Et pour l'instant, de ce que j'ai mis au niveau du nez, c'est ce qui me sauce le plus. Tu vois, ça limite, ça commence à partir sur le côté ananas. C'est ça, en fait. Plus que l'agrume, c'est l'ananas, je trouve. Alors, il y a de la salinité et côté crayeux, mais moins que ce qu'on a pu boire sur RD. Ouais, tout à fait. Une belle droiture avec une fine sucrosité de fruits blancs, de la longueur. Pour l'instant, je trouve que c'est ce qui est le plus en équilibre de tout ce qu'on a pu déguster. C'est exactement ça, c'est en équilibre. C'est moins marqué que RD 2008, mais c'est beaucoup plus expressif que Dom Pérignon, qui nous a moins plu de la vie générale, clairement. Oui, c'est très bien équilibré, ça, je trouve ça. Super longueur. C'est joli. C'est légèrement crémeux aussi en bouche, je trouve. Ça, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Je comprends ce que tu veux dire avec cette sensation un peu crémeuse. Un peu crémeuse, ouais, vraiment. Ouais. Je trouve que l'effervescence... C'est une note pâtissière. Ouais, exactement. Ouais, vraiment la crème, la crème anglaise, quoi, presque. Pas sucrée, mais vraiment, ça texture, même en bouche. C'est très bon. C'est très bon. Franchement, je le disais en off que je pensais que Cristal allait être très bon. Ouais, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon, ouais, vraiment. Est-ce que tu serais prêt à mettre 450 € à peu près aujourd'hui, ça s'achète. 450 € le 2008. Ouais. Honnêtement, sur un coup de folie, je suis capable de le faire. Ok. Comme RD Bollinger, je suis capable de le faire sur un coup de folie. Ouais. Et toi? Alors 450 €, non. Non. Très honnêtement, je mets pas 450 balles dans une bouteille, tout aussi excellent que ça soit. Par contre, en fait, moi je les avais achetés au tout début quand ça a été mis en marché. Donc à l'époque, je les avais touchés à 190 €. Franchement, à ces tarifs-là, je me sens... T'étais pas lésé. Hein, voilà, ça me va. Mais par contre, à 450 €, quand même. Ah oui, non, mais c'est un kiff d'une fois, quoi, tu vois. Oui. Après, tu vois, pour une très belle occasion avec une personne de bonne compagnie. Exactement. Pourquoi pas? J'ai la chance d'en avoir encore 3 en cave. Arrête de taper. Surtout que je pense que ça a encore beaucoup de fraîcheur et que tu peux encore les attendre pendant quelques années. Oui, je pense que je peux laisser vieillir encore ça quelques même temps. Si c'est déjà très bon maintenant. Bon, en revanche, je pourrais pas faire d'attente, désolé. Mais... Ça glisse trop là. Ouais, franchement, très agréablement, très favorablement surpris par Cristal. Je pensais que ça allait être bon, mais
Putain, c'est bon. C'est bon, hein. C'est bon, hein, franchement, c'est bon. Hein. Quelques minutes plus tard, Le pro tips. Yes. Toujours. Lourd. On est de retour du coup sur la cuvée cristal et les impressions qu'on avait eues, c'est que c'était plutôt une superbe équilibre. Pour Ouais, l'instant, et c'est ça. En termes C'est d'équilibre. l'équilibre entre la vinosité, la fraîcheur, la longueur. Non, vraiment, très joli champagne hein, pour l'instant. Et est-ce que ça a changé depuis tout à l'heure? Ce que j'aime beaucoup, c'est toujours cette attaque crémeuse de la mousse, tu vois, de la bulle qui est un peu plus présente que sur les autres qu'on a eu précédemment. Je trouve. Là, enfin, en tout cas, je sais pas. Sur ma deuxième repasse, là, c'est vrai que ça me parle un peu plus. Le sucre, le dosage n'est pas du tout. Ne farde pas le vin. Exactement. Non, je reste sur mon impression de équilibre, bel équilibre sur le champagne. C'est très bon. Bah, l'Hermès de la Champagne. Bravo, là, c'est Mais- classe. Mais bon. Qui a été outrepassé dans le dernier classement RVF par la maison Krug. Oh! Et la transition est donc toute trouvée pour vous dire que eh ben, on va terminer avec le millésime 2008, le vintage 2008 de la maison Krug. Et donc on est de retour pour l'ultime et dernière cuvée de la dégustation, en l'occurrence la maison Krug. Alors je vais être honnête, j'ai pas tant de choses que ça à dire sur la maison Krug, dans le sens où ça a été créé par Joseph Krug, je crois, à l'époque, qui en fait s'est mis en tête de faire à chaque fois les plus beaux champagnes qui puissent être faits. Donc ça a toujours été fait dans une volonté de proposer justement La qualité. de la qualité. On connaît des maisons de champagne qui font des champagnes pour être les plus mauvais possibles. Évidemment. Comment tu veux que j'enchaîne là-dessus? Vas-y, continue, vas-y, c'est ton boulot. Krug, pour moi, c'est une maison qui a toujours cultivé en fait sa singularité. Dans cette cuvée, il va y avoir 25% de Pinot Meunier. Or, toutes les cuvées qu'on a vues avant, alors on ne sait pas pour Dom Pérignon en termes d'assemblage, mais on se doute que c'est Pinot Noir Chardonnay. Ouais. Et le Pinot Meunier a toujours été un peu considéré malheureusement comme le parent pauvre de la Champagne, ce sur quoi je ne suis absolument pas d'accord. Pour avoir dégusté notamment chez Maxime Hulin, où il y a une grosse quantité de Pinot Meunier, moi je trouve que c'est un cépage qui apporte une rondeur et Une gourmandise sur les champagnes qui est excellente et Hyper intéressante. je suis totalement d'accord. Et c'est vrai, pendant longtemps, c'était considéré comme un cépage d'assemblage, point final, Ouais. et certainement pas un cépage apte à faire des beaux champagnes. Mais justement, toute cette nouvelle génération là, qui arrive est en train de redorer le blason du Pinot Meunier, et c'est bien. Et Krug en a été justement l'un des navires amiral, avec toujours dans cette identité singulière, par exemple, des accords musicaux qui vont conseiller sur cette cuvée. Bon, là, en l'occurrence, c'est un accord musical réalisé par un pianiste japonais dont j'ai bouffé le nom, Wasure Mashita. Pour moi, Krug, c'est vraiment cette singularité, et c'est aussi le champagne qui s'est fait connaître par sa communauté, c'est-à-dire qu'il y a une vraie communauté aujourd'hui d'amoureux de Krug, et même la maison qui appartient, je crois, à LVMH, fait tout aujourd'hui pour cultiver ce côté un peu fanboy de sa Un peu communauté. club Select ouais. des Krug lovers. Alors peut-être aussi que certains d'entre vous vont me dire, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas du Clos du Ménil 2008, qui est quand même la cuvée la plus emblématique de la maison Krug? Eh ben déjà pour une question de budget, parce que c'était 2500 balles la bouteille et que ça m'aurait empêché de faire le prochain buveur d'étiquette. Et aussi parce que c'est un blanc de blanc, 100% chardonnay, et j'avais peur que ça détonne un peu par rapport à tout ce qu'on a eu, où il y avait quand même des assemblages de pinot. Là, je trouvais que l'assemblage correspondait déjà un peu mieux à... Oui, on est sur au moins sur des assemblages assez proches. similaires qui nous permettaient de faire une certaine comparaison. Pour revenir sur la maison Krug, moi, mon Bien sûr. rapport avec Krug, je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'avais été déçu il y a quelques années de ça sur le style Krug, parce que j'avais trouvé ça très puissant et boisé. Vraiment, ça m'avait choqué, notamment sur les cuvées en rosé. Et là, pour avoir mis le nez dessus, je retrouve cette puissance. Hein. Ah oui. C'est à part. Honnêtement, par rapport à tout ce qu'on a dégusté, c'est pas la brioche, c'est pas la mangue, c'est pas ce côté agrume, c'est encore autre chose. Sylvain, qui est l'un des techniciens qui nous aide, en mettant le nez dessus, a dit ça sent la truffe. Ouais. Et bah, il y avait de ça à il y avait de l'ouverture, ça, moins effectivement. maintenant, mais il y avait ce côté un peu truffé que je n'avais absolument pas sur les autres champagnes. Tout à fait. C'est encore un style différent. J'ai un côté assez beurré malgré tout, Ouais. tu vois, qui est en fond, mais un beurré là pour le coup, un beurré vraiment toasté, avec tu vois ce côté toasté limite fumé, même plus que toasté, beurré fumé, Pas tant de fruits que ça finalement. Non. Il est en retrait. une certaine vinosité aussi. On retrouve le bois. On retrouve, je pense, le meunier qui apporte une touche pâtissière, mais c'est assez fraîche. Pas aussi boisé que dans mon souvenir. Ça me plaît bien.
Je reconnais que c'est quand même pas mal. Je reconnais. Moins salin, je trouve, que ce qu'on a pu déguster auparavant. Ouais, c'est vraiment un champagne de vinosité là en fait. Moi, Ouais. parce que je trouve qu'on est, par exemple, par rapport à Cristal qui était tout sur l'équilibre, là je trouve que c'est la vinosité qui prédomine. Ouais, ça se rapproche plus de RD. Exactement. Ça se rapproche de RD plus que de Cristal. Ouais, il y a un style très RD effectivement assez. La vineux, la vinosité qui est plus présente. On est à table. Par rapport à tout ce qu'on a pu déguster, je comprends pourquoi il y a un certain culte auprès des amateurs, parce que je pense quand tu recherches justement un champagne sur la vinosité, un champagne, mine de rien, qui peut présenter des notes de truffe avec des notes beurrées pâtissières un peu fumées, ça a un style, et même en bouche justement, cette vinosité enveloppante. Je comprends que c'est un style tellement à part par rapport à ce qu'on a pu déguster pour l'instant, je comprends totalement qu'il puisse y avoir des aficionados de ça. Quelques minutes plus tard... Hop. Lourd. Second degré. Lourd. Deuxième repas sur Krug. Deuxième repas sur Krug. Et alors je disais que je trouve que c'est légèrement assagi, mais surtout ça a évolué sur des notes un peu plus épicées, bizarrement. Ce que tu disais tout à l'heure à l'ananas, pour le coup, je le retrouve, effectivement. Alors, c'est pas épicé, hein, mais quand tu parlais tout à l'heure, quand on faisait la dégustation sur le côté ananas, effectivement, je suis assez raccord avec toi. Mais toujours aussi détonnant par rapport au reste de ce qu'on a pu déguster. Vraiment, pour le coup, c'est... Je te disais, le côté tout à l'heure beurré fumé, que là, pour le coup, qui s'est estompé après l'ouverture. Je veux dire, il y a quand même une sacrée palette aromatique sur des arômes assez nobles. C'est... Voilà, je comprends. Je comprends que ça soit à part, Krug. Il y a un truc, hein. Il y a une identité Krug. Assagi, mais effectivement, toujours cette vinosité et un côté assez enveloppant. Tu vois, ça a de la personnalité, rien à dire. Hein. Rien à dire. Maintenant, la grande question, mon petit Maxime, 560 €, est-ce que tu mettrais ce tarif là-dedans? Aïe, 560 €. Ah ouais, on grimpe. Aïe, ça grimpe. Aujourd'hui, c'est quasiment le champagne le plus spéculatif qui existe. Enfin, la maison Krug est la maison quasiment la plus spéculative. Donc voilà. Après, honnêtement, j'ai dit oui pour mettre 450 balles dans une bouteille, oui pour mettre 500 balles dans une bouteille. Si là je dis ah non, mais 650, non, j'arrête. 560. 560, ça serait un peu hypocrite de ma part. Pareil, je comprends qu'on puisse craquer pour ça. Ouais. Je comprends. C'est un style qui te plaît? Bah oui, finalement, tu vois, j'y allais un peu à reculons, en tout cas avec un peu des a priori négatifs. Eh ben, ça me réconcilie. Finalement, je trouve ça quand même très intéressant. Et je l'imagine à table, en fait. Ah, ça, par contre, en termes d'accord mais vins, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'éclater. Et toi, est-ce que ça te plaît? Ça me plaît. En fait, pour moi, c'est toujours une question de prix. Si je disais que j'étais pas prêt à mettre 450 € dans un Cristal, je serais certainement pas prêt à mettre 560 € dans un Krug. Oui, tu mettrais pas les 560 € de ta poche, quoi. Non. Je comprends. Je peux comprendre. Je les ai mis là parce qu'il fallait faire du buveur d'étiquette et du clinquant et du bling bling. Mais voilà, en tout cas, je suis très content quand même d'avoir dégusté. Ça me permettra d'avoir un peu de recul et de dire oui, quand j'ai goûté Krug Vintage 2008. Écoute, voilà. Je dois reconnaître que j'ai beaucoup aimé ces petites notes un peu truffées, champignons, beurrées, fumées. On est donc de retour pour la grande conclusion et aussi pour faire notre petit podium qu'on avait inauguré sur le dernier buveur d'étiquette consacré au Sauterne. Du coup, Maxime, je te laisse les honneurs. Toi, si tu devais faire déjà un classement des 4 cuvées que tu as pu déguster aujourd'hui, quel serait-il? Je suis grand fan de Bollinger, j'adore Bollinger, vraiment, je suis fan absolu. Mon numéro 1, ça serait Cristal, clairement. Non, vraiment, Cristal, j'ai adoré parce qu'il y a un équilibre qu'on n'avait pas sur tous les autres champagnes d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, vraiment, Cristal, c'était entre la vinosité, la fraîcheur, c'était ce qui représentait vraiment l'équilibre parfait, vraiment. Numéro 2, Bollinger. Bollinger, j'y reviens, vraiment, c'est vrai qu'il y a peut-être un affect perso, mais honnêtement, Bollinger et Krug sont très proches. Je comprends. Et sont très très proches, et Krug agréablement surpris, pourtant je partais avec un a priori négatif. Et donc non, franchement, j'ai été très agréablement surpris, et vraiment, je pensais pas que Krug me plairait autant, mais en tout cas, voilà, vraiment, ça a été une très belle découverte, enfin redécouverte, et clairement, Dom Pérignon, la déception absolue. Hein. En tout cas, clairement, là, sur la dégustation, c'est clairement en retrait, mais vraiment de loin. Ouais.
Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que... Oh bah moi je suis un Crystal Boy, donc le vainqueur est Bollinger. Non. Non, bah pareil que toi. Ouais, sur Crystal, ouais. Ouais, Crystal, bah c'était... Alors j'étais déjà biaisé de base, mais on va dire que ce biais cognitif que j'avais a été confirmé par la dégustation qu'on a pu faire, où effectivement j'ai trouvé comme toi que c'était celui qui représentait le plus d'équilibre, super profondeur, un côté iodé, des très belles notes. Après, je suis vraiment tiraillé entre les deux. Je pense que la dégustation, j'ai préféré Krug parce que justement, il a une identité très à part et des arômes assez peu communs par rapport à ce qu'on retrouve. Par contre, si je réfléchis en termes de prix, je préfère mettre 350 € dans RD que de grimper jusqu'à 560 pour aller sur un Krug. Mais si je dois mettre de côté la notion de prix, honnêtement, je partirai sur Krug en deuxième. Donc je vais quand même mettre Krug en deuxième. Quand tu étais là à dire que tu mettais à peu près sur le même pied Bollinger, RD et Krug, je suis assez raccord avec toi. Deux styles différents quand même, mais intéressant dans les deux cas. Ouais. Et Dom Pérignon, effectivement, bah, tu vois, c'est toi tout à l'heure en off, tu me disais ils n'ont pas fait des étiquettes fluorescentes dans la nuit pour aller en boîte de nuit. Si, et bah, je pense que ça résume à peu près tout le truc, déception énorme. Imagine voilà, dans quelles conditions ils veulent que tu dégustes leur champagne. En boîte de nuit à 4,5 g, voilà, à boire. Non, pas du tout, on peut très bien faire la fête bien sûr, avec moins sans alcool, on connaît le slogan. Sans alcool, la fête est plus folle. Je suis raccord avec toi, Dompé. Dompé, vraiment grosse déception parce que peut-être que j'ai pas compris le vin. Oui, c'est peut-être ça aussi. Et puis c'est un moment de dégustation, une bouteille, un lot, je sais pas. Voilà, on est assez radical, mais il faut quand même essayer de prendre du recul. La vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain. Exactement. Peut-être que dans 10 ans, Dompé sera incroyable et on se dira oui, Dompé 8, en fait, oui, c'était vraiment génial d'équilibre. Là, à l'heure actuelle, dans le plaisir pris à la dégustation, clairement, Dompé est en retrait. Et du coup, toi qui étais un fanboy de champagne, est-ce que ça t'a confirmé dans tes impressions ? Oui, j'aime autant le champagne, j'adore le champagne. Je suis prêt à faire des folies pour le champagne. Après, mon avis perso, c'est que j'aime aussi travailler avec des petits vignerons, justement. Et les grandes maisons, justement, ça fait toujours plaisir de goûter ces grandes cuvées et de voir que les grandes maisons, ce n'est pas que de la grande production. Ils savent faire du travail, il y a quand même un vrai travail derrière de vignerons, en tout cas vraiment de vinification précis et bien fait. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai tendance à aller voir des petits vignerons et travailler avec ces gens-là plutôt. Ouais, donc plus aller sur des petits vignerons avec l'approche à la bourguignonne dont je parlais en introduction. Oui, mais toujours avec cette histoire de typicité et en fait de personnalité. Parce que généralement, voilà, les styles des grandes maisons sur les cuvées et les grandes cuvées, on est là pour faire quelque chose d'assez uniforme d'année en année. Et donc, je préfère travailler avec des petits vignerons, mais c'est quand même très chouette et rien à dire sur la qualité des champagnes d'aujourd'hui. Et Crystal, franchement, bravo. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Bah merci, c'est pas moi qui l'ai vinifié, mais merci non, mais bravo. Honnêtement, bravo au maître de chez. Super boulot et c'est vrai que c'était très bon. Et toi, Loïc, le champagne, toi qui n'aimais pas le champagne, qui était un pisse-froid du champagne, je cite. Ça me fait toujours pas plus vibrer que ça, voilà, je suis désolé. C'est vrai. Je suis assez raccord avec toi que je préfère aller aujourd'hui plus sur des petits vignerons avec une approche à la bourguignonne et pour le coup, ça pourrait faire un futur épisode. Voilà, je suis content d'avoir dégusté ça, je suis content de pouvoir dire, voilà, j'ai dégusté ça, d'avoir un retour critique, de pouvoir donner un certain avis. Non, voilà, la Champagne n'est pas la région qui me fait le plus vibrer. T'aimes pas les mecs qui roulent en Porsche Cayenne avec des doudounes sans manches? Demain, on va faire la Bourgogne, ça va être la même. Ça va être encore pire. Hein. Les petits paysans bourguignons, les pauvres petits paysans bourguignons. Surtout au Clos de Vougeot. Puis, voilà, si cet épisode vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Ça nous aide en termes de visibilité sur YouTube. Si jamais vous êtes sur Marseille et que vous cherchez un petit caviste indépendant qui est capable de vous orienter vers de véritables pépites et des champagnes de petits vignerons. Exactement. N'hésitez pas à faire un tour à la Cave Agostini au 7 boulevard Maréchal Foch 1304 à Marseille. Avenue Maréchal Foch, c'est très bien. C'est pas grave. Et sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur vinstage.com. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être capable justement de garder un recul et une indépendance, de vous dire vraiment mon avis sans filtre, sans être obligé de manier la chèvre et le chou. Et ça, c'est important. Mais ça, c'est important d'essayer de garder cette honnêteté. Et puis du coup, on vous remercie. Et puis à la prochaine. À bientôt.
c'est bon. Grâce à mon agrandisseur de pénis suédois.